Deuxième sujet, le Mali. Nous allons parler donc de cette remise en liberté du président Ibeka. Les militaires au pouvoir au Mali ont annoncé jeudi 27 août avoir libéré le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta une semaine après l'avoir renversé. L'ancien dirigeant qui a gouverné le Mali pendant 7 ans se trouve désormais dans sa résidence privée à Bamako. Le Comité national pour le salut du peuple, mis en place par les militaires pour diriger le pays, informe l'opinion publique nationale et internationale que l'ex-président a été libéré. C'est un signe de bonne volonté de la part de la junte, surtout envers la CEDEAO. Non, premièrement, il faut vraiment féliciter l'armée malienne qui montre que le Mali compte parmi les grandes civilisations en Afrique, et d'avoir fait, disons, un coup d'État sans effusion de sang. C'est très important parce que les protestations qui ont précédé, n'est-ce pas, ce coup d'État ont fait beaucoup de morts. Quand on va aux marches pour protester contre un régime, voilà, on vous tue. Et voilà que les gens viennent de faire un coup d'État et sans effusion de sang. Et aussi, il y a eu moins de casse que même la dernière fois lorsque les supporters même parisiens manifestaient aux Champs-Élysées, il y a eu des casses. Or là, ce n'était qu'une manifestation suite à un match de football. Mais dire que les gens ont fait un coup d'État et donc les Maliens montrent leur maturité. Et félicitations aussi à la CEDEAO d'accompagner ce mouvement. Parce qu'au départ, ils disaient que non, ils vont rétablir Ibeka. Et voilà que les choses se sont imposées à eux et ils reviennent à de meilleurs sentiments, que le Mali, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est le Mali, et les Maliens se sont imposés, ont eu ce qu'ils, n'est-ce pas, voulaient. Donc, libérer aujourd'hui Ibeka, ils ne pouvaient en être autrement. Ils doivent le libérer, le garder en résidence surveillée, parce que on l'accuse de beaucoup de choses. Et il va falloir que, effectivement, la justice malienne se saisisse véritablement du dossier et qu'elle fasse un travail impartial pour qu'on puisse voir ce qu'on leur reproche. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si les gens ont détourné de l'argent, il faut les ramener dans les caisses de l'État. On ne peut pas devenir riche en laissant les populations toujours pauvres. Donc, félicitations encore à cette armée malienne qui a fait un travail salutaire sans effusion de sang. D'accord. Voilà. Alors, de toute façon, la junte militaire ne pouvait pas détenir Ibeka très longtemps puisque il n'a rien fait. Est-ce qu'il n'a rien fait? Non, mais je crois que la junte militaire était arrivée à ce coup d'État qu'on ne peut pas encourager aussi, donc il faut le dire. Donc la démocratie est au niveau de la politique aujourd'hui, faire un coup d'État, même nous avons vu des gens qualifier ce coup d'État de salutaire, mais ça demeure un coup d'État. Et c'est vrai, la position de la CEDEAO au début, c'était une position assez juste, parce que la CEDEAO ne voudrait jamais que cela soit une jurisprudence dans les autres États membres. Et lorsque vous interrogez le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, on ne peut pas, un président qui a été démocratiquement élu, pour quelque raison que ce soit, essayer de le démettre à travers un coup d'État ou un putsch. Donc la CEDEAO était constante, disons, dans l'application de ces résolutions. Mais ce qui a dilué un peu la position de la CEDEAO, c'est cette confirmation. Lorsque la mission de médiation, accompagnée de quelques autres leaders responsables de la CEDEAO, étaient partis rencontrer le président Ibeka dans sa résidence au camp à Kati. Donc, il a eu à leur dire que, en fait, c'est vrai qu'il remercie la CEDEAO, que la CEDEAO voudrait rétablir l'ordre constitutionnel, mais que c'est lui-même qui a démissionné de sa propre volonté, parce qu'il pense que c'est une décision vraiment irrévocable. Et si
c'est sa personne, ou bien si c'est son mandat qui doit être sacrifié pour que le Mali redécolle. Donc, il faudrait que la CEDEAO accepte cela. Pour quelqu'un pour qui vous luttez, vous voulez rétablir, il vous dit ça, donc ça c'est une douche froide. Donc la CEDEAO n'avait plus assez de marge de manœuvre que d'oublier, disons, ce point qui était le point numéro 1, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Lorsque la personne même dit, c'est moi-même, et charge cette mission de médiation d'aller dire à ses anciens pairs de la CEDEAO que de ne plus penser à ça, mais de penser à accompagner le pays afin que tout se passe, la mutation et la transformation se passe aisément. Donc la CEDEAO ne peut pas. C'est vrai, certaines langues parleraient d'une certaine démission de la CEDEAO. Non, ce n'est pas une démission, ce n'est ni une faiblesse, mais la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO ont toujours été conséquents. Maintenant, de toute façon, le rétablissement d'IBK, c'est-à-dire, ce n'était pas une position unanime à la CEDEAO, c'était plutôt Alassane Ouattara et Alpha Condé qui, peut-être pensant à leur propre sort, étaient sur la ligne très dure. Oui, on peut aller sur ce champ de réflexion aussi, mais je ne voudrais pas qu'on abuse de ce qui se passe dans ces deux pays, notamment la Guinée et la Côte d'Ivoire, pour faire des supputations. Qu'est-ce que le protocole additionnel de la CEDEAO dit? Quels sont les principes même de l'implémentation de cette démocratie? Donc, c'est dire qu'un président démocratiquement élu ne peut être remplacé qu'après avoir été battu dans les urnes. Maintenant, ça n'a pas été respecté. Donc, la CEDEAO a dit non. Allons au retour, au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais du moment où celui pour qui la CEDEAO voulait mener ce combat dit « moi-même, je suis fatigué », donc la CEDEAO doit retrousser ses manches pour dire « mais on peut consacrer l'énergie ailleurs en accompagnant disons, le mouvement politique qui s'est créé. Et le mouvement politique, là, c'est la direction du pays aujourd'hui par des militaires au sein de ce comité. Donc maintenant, il faut accompagner ces militaires-là pour que la transmission du pouvoir soit assez aisée et rapide et puis facile pour le civil qui doit arriver. Et là, c'est là où la CEDEAO a encore du pain sur la planche. Et pour la petite information, c'est hier et aujourd'hui, les forces vives du Mali s'étaient retrouvées à l'école de maintien de la paix et à Léon Blondin à Bamako. Donc c'est pour faire des propositions à cette junte-là de sortir de crise. Quels doivent être les actes qui doivent être posés? Et justement, à cette rencontre-là de 2 jours, je crois, donc il y avait le représentant de la CEDEAO, de la mission de la CEDEAO, il y avait également Pierre Bouyoya qui intervenait au nom de l'Union africaine. Donc, qui ont également planté le décor sur l'aspect diplomatie, même jusqu'à aller, disons, faire une projection sur les principes même et de la CEDEAO et de l'Union africaine. Vous aurez remarqué que lorsque la CEDEAO s'était prononcée, donc il n'y avait plus de voix dissonantes jusqu'à ce que M. Ibeka même dise non, il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là parce que... Mais en même temps, il vous souvient que la CEDEAO a été mise en difficulté par la France qui, dès les premières heures, j'allais dire même au lendemain de la démission, avait pris acte. Donc, ça mettait en difficulté la CEDEAO. Oui, certes, ça mettrait, moi je dis, ça mettrait en difficulté la CEDEAO, mais si c'est arrivé à ce stade-là, c'est parce que dans d'autres milieux, les dés étaient déjà pipés. Et les dés étaient déjà pipés. Et la France, qui a un fort réseau de renseignement du côté du Mali, savait, donc on ne peut pas dire ce coup de force ou bien ce coup d'État qui a été fait ne serait pas inconnu des services de renseignement français, même la force Barkhane et ceux qui sont sur place. Donc c'est un puissant réseau de renseignement. Si cela a même abouti, c'est parce que est-ce que la France n'aurait pas consenti un tant soit peu quand on arrive à ce stade? Non, j'avais déjà dit sur ce plateau depuis que ce problème malien était un problème interne. Et Macron, il y a quelques mois même, bien avant, Macron avait dit à Ibeka d'aller résoudre le problème. Et c'est là que je vous disais qu'au lieu de venir résoudre son problème, le problème malien à l'intérieur, il est parti appeler ses confrères de venir le sauver. Et voilà ce qu'ils ont pu faire comme chose, comme boulot qui n'a pas abouti. Donc, les choses évoluent. Parce que moi, la dernière fois, j'ai écouté... Et comment il s'appelle, Goodluck Jonathan, après la rencontre, oui. Voilà, le médiateur,
c'est qu'il est vrai que dans les clauses, les protocoles de la CEDEAO, des chefs d'État, ce n'est pas inscrit. Et ce n'est pas inscrit quelque part qu'on peut déposer un chef d'État régulièrement élu. Mais j'ai senti que les textes de la CEDEAO risquent d'évoluer, vont évoluer. Parce qu'en l'écoutant, c'est comme cette situation devient une probabilité pour des régimes où des gens s'accrochent au pouvoir et font des coups d'État constitutionnels et qu'on dise que non, que c'est le peuple, ça dit qu'après avoir braqué toutes les institutions, et on change la constitution, on fait des élections qui n'ont pas de sens, des élections fraudées, et on dit que oui, c'est élu, il a été élu par le peuple. Tout ça là est en train de venir. Vous allez voir même que pour cette délégation, c'est les pays plutôt anglophones qui sont en train de prendre la tête, parce que tous les pays francophones aujourd'hui, lorsque vous voulez envoyer un chef d'État francophone pour aller résoudre un problème quelque part, c'est que tous pratiquement ils sont mouillés jusqu'aux os. Et là, ça va évoluer parce que c'est inadmissible lorsque les gens viennent au pouvoir par des voies, et puis des démocrates à l'origine, ils viennent au pouvoir et s'érigent comme totalement en autocratie, et puis ils ne veulent pas quitter ce qu'on reprochait à un ancien régime comme dictatorial et choses. Ils viennent, c'est eux qui sont plus des pilleurs avec toute la famille. La famille devient, est au cœur de la gestion du pays. Et lorsque les populations veulent manifester ou bien aller juste à une simple élection, regardez dans tous nos pays, pour aller juste à une simple élection, on doit tuer des gens. Les gens doivent mourir parce que les gens contestent certaines règles qui ne sont pas du tout des règles démocratiques. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, que la CEDEAO revoie bien son protocole au profit des peuples, pas au profit des gens qui viennent au pouvoir et qui braquent toutes les institutions contre le peuple. Et lorsque le peuple veut s'exprimer, il faut le réprimer. Et puis les opposants sont en exil, sont ceux qui peuvent menacer, n'est-ce pas, le pouvoir dans les urnes de façon légale, partent en exil parce que quelqu'un est venu, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas partager, comment l'appelle-t-on, le pouvoir pour que chacun, le législatif fasse son travail, l'exécutif fasse son travail, la justice, aujourd'hui même c'est les médias aussi qui sont devenus pratiquement des composants du système, des systèmes démocratiques que notre Afrique, surtout francophone, montre aux yeux du monde. Et donc, voilà, les Maliens ont encore montré que c'est possible de faire autrement avec la CEDEAO. Et voilà la CEDEAO qui, vivement, qu'elle enlève, elle lève son veto de fermeture des frontières. Vous avez pu imaginer que depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu beaucoup d'attentats. Et au Mali, ça veut dire que même les djihadistes sont en train de suivre de près les choses. Donc, il va falloir que l'armée malienne fasse un redéploiement. Normalement, la CEDEAO devait, armer des colonnes pour aller aider le peuple malien à combattre le djihadisme. Et non, lorsque leurs camarades est enlevé du pouvoir et qu'il renforce les muscles, qu'il ferme les frontières ou qu'il va envoyer des hommes pour aller rétablir un chef d'État qui ne fait plus l'assentiment du peuple, qui ne répond plus. Donc, voilà la mission de la CEDEAO, c'est plutôt d'aider aujourd'hui le peuple malien et nigérien à côté à combattre les forces qu'ils ont aujourd'hui, les moyens qu'ils ont et qu'ils veulent mettre en place pour aller rétablir, comment l'appelle-t-on, IBK. On sait que maintenant la CEDEAO possède des moyens, mais ne veut pas véritablement assister les pays là à combattre le vrai mal. D'accord. Alors, on sait que, en tout cas, la mission de la CEDEAO qui a été envoyée au Mali réclamait donc cette libération d'IBK. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une sorte de monnaie d'échange? On le libère pour montrer notre bonne foi
pendant ce temps, réévaluer les sanctions contre nous. Oui, donc je crois que c'est l'esprit même des leaders de ce comité national Le salut du peuple. Parce qu'ils ont dit, donc ils ont exprimé le besoin lorsque les émissaires de la CEDEAO étaient là, donc ils leur ont dit de revoir les copies des sanctions et puis des résolutions qui ont été prises. Et la CEDEAO aussi a posé comme condition sine qua non la libération de Ibeka qui doit quitter le camp Kati pour aller dans sa maison et puis bénéficier d'une sécurité. Et cette libération est intervenue la veille de ce énième sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc je crois que c'est une façon pour la junte au pouvoir de montrer sa bonne foi à ces leaders de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État, pour également les impliquer à ce qu'ils revoient également leurs copies. Et pour ceux qui ont suivi le discours inaugural du président en exercice de la conférence des chefs de l'État de la CEDEAO, c'est vrai. Donc, il a nuancé pour dire qu'on ne doit pas faire la promotion des coups d'État, mais on doit également respecter les engagements. Donc, il faut toujours s'inscrire dans cette logique-là. Je le disais tantôt, donc il ne faudrait pas que ce qui est arrivé au Mali fasse tache d'huile et que ça crée une jurisprudence. Donc la CEDEAO, c'est vrai, c'est l'entité aujourd'hui régionale qui est encore qui a encore de la consistance, qui est structurée, mais qui n'est pas aussi, disons, qui n'a pas totalement assez de moyens. Donc la CEDEAO joue sa partition avec ses moyens de bord, et la CEDEAO a toujours été, disons, cette institution qui, comparée à la CEMAC, a pris disons, assez de marge de manœuvre. Donc il va falloir maintenant réfléchir autrement. C'est vrai, ce qui s'est passé au Mali, donc certaines langues auraient déjà conclu que la CEDEAO se serait sortie fragilisée, mais je dirais que les leaders de la CEDEAO ont joué leur partition, mais face aux réalités du terrain, donc il y avait cette obligation de redistribuer, revoir les cartes. Donc c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Et vous verrez, lorsque les conclusions vont sortir cette nuit, vous verrez que la position de la CEDEAO ne va pas tellement changer, si ce n'est le premier point qui a changé même avant le début du sommet. C'est-à-dire le rétablissement, le retour à l'ordre conditionnel. Maintenant, ils vont penser. Et lorsque la mission de la CEDEAO a même négocié, disons, cette possibilité pour Ibeka d'avoir des soins appropriés. Donc aujourd'hui, la junte au pouvoir a déjà accordé cela. Et si tout va bien, M. Ibeka va aller se faire soigner du côté d'Abu Dhabi. Donc il a, avec cette promesse de la CEDEAO, de faire revenir à tout moment Ibeka lorsqu'on aura besoin de lui pour répondre de certaines questions. Donc c'est aujourd'hui, donc nous devons... on ne doit pas être émotionnel, donc on ne doit pas être si passionné pour essayer de fragiliser aussi nos institutions. Donc le cas malien, c'est un cas assez complexe parce que le rôle qu'a joué la CEDEAO jusqu'aux dernières élections présidentielles du côté du Mali, c'est un rôle assez fort louable, qu'on ne doit pas négliger. Et aujourd'hui, la CEDEAO continue toujours par jouer sa partition. Maintenant, il va falloir qu'on puisse imprimer disons, une certaine dose de marque à ces actions de la CEDEAO. Il faut être beaucoup plus pragmatique du côté du Mali. C'est vrai, il y a la question sécuritaire, mais la CEDEAO seule ne peut pas, dans l'immédiat. Et la CEDEAO n'a pas mandat d'envoyer des forces de sécurité comme ça dans les pays sans avoir cette résolution-là. Donc la CEDEAO ne peut pas aujourd'hui faire débarquer du côté du Mali, disons, des forces d'interposition pour combattre les djihadistes. Mais la CEDEAO peut accompagner le système sécuritaire malien. Mais il y a d'autres manières d'accompagner. Oui, chose, comment rappelle-t-on? Les résolutions, il faut les introduire aux Nations Unies pour que ça soit voté. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Il ne faut pas qu'ils restent. Quand ils disaient qu'ils vont envoyer des forces pour établir Ibeka, c'est quoi? S'ils vont aller à l'ONU ou bien ils vont passer directement. Donc, aujourd'hui, il faut que
notre communauté, c'est d'abord même le BABA dont il parlait, de la libre circulation des personnes et des biens, c'est du pipeau. Hein. Vous voulez traverser la frontière du Ghana ou du Bénin, un frère, vous devez verser quelque chose, vous devez donner de l'argent, même en détenant un passeport, tout, on va vous demander vaccination, des trucs à dormir debout. Donc l'essentiel pour eux, c'est de mettre quelque chose. D'abord, les personnes circulent difficilement. Mais la CEDEAO, on dit circulation, libre circulation des personnes et des biens. Il faut résoudre tout ça là. Et puis, il faut également revoir les tests de la CEDEAO pour que ces coups d'État constitutionnels que nous vivons tous les jours. Regardez, en Guinée, bientôt, les gens mourraient. La CEDEAO ne dit rien. En Côte d'Ivoire, ça a commencé, la CEDEAO ne dit rien. Ils vont aller aux élections, il y aura des morts. La CEDEAO ne dira rien. Donc, lorsque un jour, des gens veulent rétablir l'ordre constitutionnel, voilà, c'est les militaires aujourd'hui qui nous montrent, aux civils que ce que vous faites n'est pas bon. On parle de jurisprudence. ATT a été, sur le dépôt de STT, a été constaté par la même CEDEAO. D'accord? Et après, c'est les civils qui sont venus faire de la merde, on les enlève. Et au Niger, heureusement qu'aujourd'hui, le président Issoufou, qui a déjà dit qu'il n'ira plus, on ne sait pas s'il va virer Kawizak comme Ouattara. Est-ce que vous voyez? Donc, il va falloir véritablement que la CEDEAO s'occupe des peuples et non des bureaucraties, des fonctionnaires et puis des amis du syndicat. Donc, la mission de la CEDEAO doit évoluer. Sinon, ils auront toujours à constater, à faire des communiqués et après, ils vont se raviser parce que dès lors que la France dit je prends acte et les États-Unis disent voilà et puis c'est fini, on voit que la Russie, lui, elle ne dit rien, mais agit certainement dans l'ombre parce que aujourd'hui la géopolitique économique, les gens ils sont en train de redistribuer depuis longtemps la carte de la décolonisation et la colonisation. Donc chacun veut avoir sa part de gâteau. Donc, ils sont sur le terrain et c'est nous qui sommes des manipulés. Surtout nos leaders, nos chefs d'État, c'est eux qu'on manipule. Et en fin de compte, ils se retrouvent avec, disons, dans les cas comme, comment vous l'appelez, IBK, ou dans un cas comme, comment l'appelle-t-on, Blaise Compaoré, qui se promène maintenant de pays en pays. Donc, il va falloir que même nos chefs d'État prennent conscience que aujourd'hui, on ne peut plus gouverner pendant longtemps. Quand on arrive à faire 2 mandats, il faut former les gens. C'est idiot de penser que parce que on a pris peut-être 15 ans pour former une personne. Donc, une seule personne, un chef d'État a pu former. Donc, nos enseignants sont extraordinaires. Parce que regardez ce que les enseignants forment depuis des années. Et qu'on dise qu'un chef d'État, pendant 10 ans de pouvoir, n'a pu former qu'une seule personne, qu'on se dit que non, qu'il n'y a personne qui puisse faire comme lui ou bien mieux comme lui. Vraiment, c'est un peu dommage parce que après tout, Ibeka, on dit qu'il est malade. Avant, quand il était au pouvoir, personne ne criait qu'il était malade. Maintenant qu'il est en disgrâce, il est tombé, on crie qu'il est malade. Est-ce que vous voyez? Ouattara là-bas qui tient avec son âge, et comment l'autre de 95 ans, qui veut avoir 100 ans, et 85 ans. Comment il s'appelle? Non, je parle de Alpha Condé, 82 ans, qui veut aussi s'éterniser. Vous allez voir que c'est lorsque l'armée, ou bien on va le déposer à côté, que c'est fini, on va sortir le cliché santé pour le libérer. Pendant qu'il est au pouvoir, voilà. Alors maintenant que la junte a libéré Ibeka, même son fils a trouvé refuge à l'étranger. Les chefs d'État, aujourd'hui, est-ce qu'ils pourront encore durcir le ton? Ils vont peut-être demander que la prochaine étape, ça soit
le transfert du pouvoir aux civils? Oui, non, je crois que la CEDEAO ne serait plus dans cette posture de durcissement de ton, parce que le durcissement de ton, c'était par rapport en greffe au retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça, c'est déjà acté. Donc la CEDEAO aujourd'hui va beaucoup plus plancher sur, disons, la durée de la transition. C'est vrai que des informations ont circulé à un certain moment, des voix autorisées de la jeune ont dit qu'ils ne se sont jamais prononcés catégoriquement sur les 3 ans qu'on a eu comme information. C'est vrai également que la CEDEAO a proposé 1 an. La CEDEAO a proposé 1 an pour le transfert du pouvoir à un civil. Donc, c'est dire qu'en 12 mois, de date à date, donc on doit déjà mettre tous les mécanismes en place pour un transfert de pouvoir au civil, et avec cette promesse ou bien cette garantie que ceux qui auront à diriger le gouvernement de transition ou bien le gouvernement de crise ne puissent plus se représenter. Donc, je crois que ça doit être le principal mobile pour faire revenir les responsables de la junte à la raison, pour dire que les 3 ans là, on ne peut pas gérer cette crise pendant 3 ans. Il faut que le pays redécolle, parce que les corps habillés qui sont aujourd'hui au pouvoir ont besoin d'avoir le temps pour aller combattre également les djihadistes. Donc ce ne sont pas les hommes politiques qui vont prendre des actes, mais ce sont les techniciens sur le terrain de combat, ce sont les corps habillés. Donc ils ont assez de matière, donc ils ont assez de boulot à faire. Et leur boulot ne serait pas aujourd'hui de vouloir, disons, pacifier le milieu politique. Certes, ils ont été encouragés, ils ont été applaudis par une frange de l'opposition et des acteurs de la société civile, mais ce qu'ils doivent avoir à l'esprit aussi, c'est lorsqu'ils vont vouloir végéter dans cette posture, ce sont les mêmes forces en présence qui vont les décrier, les démystifier. Donc aujourd'hui, en résumé, la CEDEAO doit pouvoir arriver à avoir de cette junte de faire, disons, une transition d'au plus 12 mois, et au bout de la chaîne, organiser des élections, et des élections qui soient vraiment inclusives, pour que toutes les forces vives politiques se reconnaissent dedans, et qu'un nouveau chef d'État vienne avec, disons, une date de mission assez claire. Et il y a un point qu'a soulevé mon cher ami Francisco, qui est passé inaperçu. Vous aurez remarqué qu'avec ce coup d'État, donc on ne voit plus l'action des djihadistes sur le terrain. Oui. Est-ce que cela n'est pas fait à dessein? Du moment où on s'interrogerait même sur les forces ou bien sûr les énergies de ces djihadistes. Est-ce que ces énergies ne seraient pas internationales? Parce que la préoccupation de l'heure, c'est la gestion de ce coup d'État, la gestion de cette crise. Mais vous verrez, et nous serons encore, Dieu merci, en vie pour refaire le constat. Lorsque cette crise va passer, ou bien lorsque nous passerons encore quelques semaines, voire quelques mois, vous verrez que l'action des djihadistes va reprendre encore de belles formes. Ça nous conduit à la grande pause. On va aller à la grande pause, il est déjà tard et on revient après le journal.